Les hommes comme les femmes suivent beaucoup plus souvent leur cœur que leur raison. Lord Chesterfield. Bien que nous préférions le nier, notre comportement est régi davantage par notre réaction instinctive à la douleur et au plaisir que par des calculs intellectuels. Sur le plan intellectuel, nous savons que le chocolat est mauvais pour la santé, mais nous en mangeons quand même. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tellement gouvernés par notre savoir intellectuel, mais bien par ce à quoi nous avons appris à associer douleur et plaisir dans notre système nerveux. Ce sont nos neuroassociations, c'est-à-dire les associations que nous avons formées dans notre système nerveux qui déterminent nos actes. Même si nous préférons croire que c'est notre intellect qui nous gouverne, ce sont en fait nos émotions, les sensations que nous associons à nos pensées, qui le font dans la plupart des cas. Bien souvent, nous essayons d'outrepasser ces associations. Nous suivons un régime alimentaire pendant un certain temps. Nous avons fini par nous décider parce que nous ne voulions plus souffrir. Nous réglons le problème pour l'instant, mais si nous n'en éliminons pas la cause, il fera surface à nouveau. Ainsi, pour qu'un changement soit durable, nous devons associer de la douleur à notre ancien comportement et du plaisir au nouveau, et maintenir ce comportement jusqu'à ce qu'il devienne cohérent. N'oubliez pas que nous sommes tous prêts à faire davantage pour éviter la douleur que pour obtenir du plaisir. Avec de la volonté, nous parvenons à suivre un régime sans tenir compte de la douleur à court terme, mais nous abandonnons aussitôt ce régime parce que nous associons encore de la douleur à la privation d'aliments riches. Pour que ce changement soit durable, nous devons associer de la douleur à la consommation de ces aliments, afin de ne plus en avoir envie, et associer le plaisir à la consommation d'aliments nourrissants. Les gens minces et en bonne santé croient que seule la minceur a meilleur goût. En outre, ils adorent les aliments nourrissants. En fait, ils associent souvent du plaisir au fait de repousser leur assiette à moitié pleine. Cela illustre pour eux qu'ils décident de leur vie. En réalité, nous pouvons apprendre à conditionner notre esprit, notre corps et nos émotions de façon à associer de la douleur ou du plaisir à ce que nous voulons. En modifiant nos associations, nous changerons instantanément nos comportements. En ce qui concerne la cigarette, par exemple, il suffit d'associer une douleur et un plaisir assez grand au fait de fumer et de cesser de fumer. Vous avez l'aptitude pour le faire tout de suite, mais vous ne l'exercerez peut-être pas parce que vous avez habitué votre corps à associer plaisir et cigarette, ou au contraire, vous craignez que renoncer à la cigarette vous soit trop pénible. Pourtant, parlez à un ex-fumeur et vous verrez qu'il a modifié son comportement en un instant, c'est-à-dire le jour où il a véritablement changé ce que fumer signifiait pour lui. Si vous n'avez pas de programme pour votre vie, quelqu'un en a un pour vous. Le rôle de l'avenue Madison est d'influencer ce à quoi nous associons la douleur et le plaisir. Les agences de publicité comprennent très bien que ce n'est pas tant notre intellect qui nous gouverne que les sensations que nous associons à leurs produits. De ce fait, ils sont devenus experts dans l'art d'utiliser de la musique enlevée et apaisante, des images rapides ou élégantes, des couleurs brillantes ou tamisées et un ensemble d'éléments propres à nous placer dans des états affectifs particuliers. Puis, quand nos émotions sont à leur comble, que nos sensations sont les plus intenses, ils projettent d'une manière rapide et continue une image de leur produit jusqu'à ce que nous l'associons aux sensations désirées. Pepsi a brillamment employé cette stratégie afin d'enlever une part enviable du lucratif marché des boissons gazeuses à son principal concurrent, Coca-Cola. Pepsi observa le succès phénoménal de Michael Jackson, un jeune homme qui avait passé sa vie à apprendre comment intensifier les émotions des gens grâce à sa façon d'utiliser sa voix, son corps, son visage et ses gestes. Sa manière de danser et de chanter suscitait un immense sentiment de bien-être chez des milliers de gens, lesquels achetaient ses albums pour retrouver cette sensation. Les dirigeants de Pepsi se demandèrent comment faire pour que leurs produits provoquent les mêmes sensations. Ils se disaient que si les consommateurs associaient les mêmes sentiments agréables au Pepsi qu'à Michael Jackson, ils se jetteraient sur cette boisson tout comme ils achetaient ses albums. Attacher de nouveaux sentiments à un produit ou à une idée ne peut se faire sans le transfert intégral nécessaire au conditionnement de base, que je vous expliquerai plus en détail au chapitre 6, quand nous étudierons la science du conditionnement neuroassociatif. Mais pour l'instant, pensez à ceci. Chaque fois que nous nous trouvons dans un état affectif intense, que nous éprouvons de violentes sensations de douleur ou de plaisir, tout événement unique simultané créera un lien neurologique dans notre cerveau. En conséquence, chaque fois que cet événement unique se reproduira par la suite, nous retrouverons cet état émotif. Vous avez probablement entendu parler d'Ivan Pavlov, un scientifique russe qui, vers la fin du 19e siècle, fit des expériences sur la réponse conditionnée. Sa plus célèbre expérience était celle où il sonnait une cloche en donnant de la nourriture à un chien, ce qui stimulait la salivation du chien qui associait ses sensations au son de la cloche. Ayant répété ce conditionnement plusieurs fois, Pavlov découvrit qu'il lui suffisait de sonner la cloche pour que le chien se mette à saliver, même en l'absence de nourriture. Quel lien y a-t-il entre Pavlov et Pepsi? Tout d'abord, Pepsi se servit de Michael Jackson pour nous mettre dans l'état affectif désiré,
puis il nous présenta son produit. Les séquences répétées de ce conditionnement créèrent un lien émotif chez des millions de fans de Michael Jackson. Fait encore plus surprenant, celui-ci ne boit même pas de Pepsi dans la publicité. Il refusa même de tenir une canette de Pepsi vide devant les caméras. Vous devez penser, cette compagnie est folle de verser 15 millions de dollars à un gars qui ne veut même pas tenir son produit dans la main et qui l'avoue publiquement. En fait, c'était une idée géniale. Les ventes grimpèrent en flèche à tel point que la LA Gear offrit ensuite au chanteur un contrat de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, parce qu'il réussit à modifier la façon dont les gens se sentent, il est ce que j'appelle un inducteur d'état. Michael vient de signer avec Sony CBS un contrat de 10 ans dont la valeur dépasserait le milliard de dollars. Sa faculté de modifier les états affectifs des gens en fait un être d'une valeur inestimable. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout cela est fondé sur les associations entre des sensations agréables et des comportements précis. En d'autres termes, c'est l'idée que si nous employons tel produit, nous réalisons nos fantasmes. Il suffit d'écouter les publicitaires pour se convaincre que les propriétaires de BMW sont des êtres extraordinaires et doués d'un goût exceptionnel, que les conducteurs de Hyundai sont intelligents et économes, qu'une Pontiac est une source d'exaltation, qu'on éprouve une sensation merveilleuse au volant d'une Toyota. Il nous assure que l'eau de Cologne Obsession nous transportera aussitôt au cœur d'une orgie avec des membres des deux sexes, que boire du Pepsi permet de faire du jazz improvisé avec MC Hammer et d'être branché, que si on veut être une bonne mère, il faut donner à ses enfants des tartes aux fruits, des gâteaux ou des biscuits Hostess. Les publicitaires ont remarqué que s'ils peuvent susciter chez les consommateurs un plaisir assez grand, ces derniers sont souvent prêts à surmonter leur peur de la douleur. Le sexe se vend bien est une maxime populaire en publicité, et il ne fait aucun doute que les associations agréables de la publicité imprimée et télédiffusée liées au sexe atteignent leur but. Observez ce qui fait vendre le blue jean. Qu'est-il au fond? Autrefois, c'était un pantalon de travail, fonctionnel et laid. Quelle image lui donne-t-on aujourd'hui? Il est devenu le symbole international de tout ce qui est sexy, à la mode et jeune. Avez-vous déjà vu une des pubs pour vanter le jean Levi's 501? Pouvez-vous m'en donner le sens? Elles n'en ont aucun, n'est-ce pas? Elles sont tout à fait déroutantes. Mais, en fin de compte, on a l'impression très nette que la sexualité y joue un rôle important. Cette sorte de stratégie fait-elle vraiment vendre les jeans? Et comment? Levi's est aujourd'hui le premier fabricant de jeans en Amérique. Le pouvoir d'influencer nos associations est-il limité à des produits comme les boissons gazeuses, les automobiles et les blue jeans? Bien sûr que non. Prenez l'humble petit raisin sec par exemple. Savez-vous qu'en 1986, le California Raisin Advisory Board était très inquiet en dépit de l'énorme récolte qu'il prévoyait? En effet, au cours des ans, les ventes des entreprises baissaient d'1% par an. En fin de compte, celles-ci se sont adressées aux agences publicitaires et leur ont demandé ce qu'il fallait faire. La solution était si simple. Elle devait modifier les sentiments qu'avaient les consommateurs pour les raisins secs. Pour la plupart des gens, les raisins étaient timides, esseulés et ennuyeux, si l'on en croit Robert Finet, ex-directeur du conseil. La tâche était claire, insuffler un nouvel attrait émotif pour ce fruit ratatiné. C'est-à-dire qu'il faut associer à ce fruit les sensations que les gens voulaient. Ratatiné et sec ne sont pas les sensations que la plupart des gens associent au bien-être. Les producteurs de raisins se demandèrent ce qu'ils pouvaient associer à leurs produits pour convaincre les consommateurs de l'acheter. À cette époque, un vieux tube connaissait un regain de popularité dans tout le pays. I heard it for the grapevine. Mon petit doigt me l'a dit. Grapevine signifie vigne au sens propre. Pour les producteurs de raisins, la solution idéale serait de se servir des sensations qui procurent aux gens un sentiment de bien-être et de les associer à leurs produits pour leur donner un petit air à la mode. Ils engagèrent donc un animateur inventif au nom de Will Winton, qui créa une trentaine de figurines d'argile en forme de raisin, chacune dotée d'une personnalité distincte, et les fit danser sur un air de la chanson à succès. C'est ainsi que les raisins de Californie virent le jour. La première campagne de publicité fit immédiatement sensation et créa dans l'esprit des consommateurs le lien espéré par les producteurs de raisins. En voyant danser les petits raisins secs à la mode, les consommateurs associèrent de puissants sentiments de plaisir, d'humour et de joie à un fruit autrefois jugé si ennuyeux. Le raisin sec était réinventé comme exemple de la supériorité californienne et chacun des messages publicitaires lançait implicitement l'idée que quiconque en mangeait était également branché. Ainsi, les ventes de raisins secs connurent une hausse annuelle de 20%. Les producteurs avaient réussi à modifier les associations que faisaient les consommateurs avec leurs produits. Au lieu de penser ennui, les consommateurs associaient désormais l'excitation et le plaisir aux raisins secs. Certes, l'usage de la publicité comme outil de conditionnement ne se limite pas au seul bien de consommation. Malheureusement ou heureusement,
La télévision et la radio sont utilisées fréquemment pour changer l'image des hommes politiques. Nul ne le sait mieux que l'analyste politique et forgeur d'opinion Roger Ailes, qui orchestra les éléments clés de la campagne électorale de Ronald Reagan en 1984 contre Walter Mondale. Il fut également, en 1988, le maître d'œuvre de la campagne électorale de George Bush contre Michael Dukakis. M. Ailes conçut une stratégie pour présenter une image négative de Dukakis sur 3 points précis: la défense, l'environnement et le crime, afin que les électeurs associent des sensations pénibles à cette personne. Un message publicitaire dépeignait Dukakis sous les traits d'un gosse jouant à la guerre dans un tank. Un autre semblait le rendre responsable de la pollution du port de Boston. Le plus célèbre montrait des criminels quittant les prisons du Massachusetts par une porte tournante et faisait référence à l'énorme impact négatif suscité par l'affaire Willie Horton dans tout le pays. En effet, le meurtrier Willie Horton, qui avait été libéré dans le cadre d'un programme controversé de permission de sortie, mis en œuvre dans l'état d'où était originaire Michael Dukakis, n'était pas retourné en prison et avait été arrêté 10 mois plus tard après avoir terrorisé un jeune couple en violant la femme et en agressant l'homme. Bien des gens manifestèrent leur désaccord avec ces images négatives dans les messages publicitaires. Et, pour ma part, cela me semblait être de la manipulation. Toutefois, il est difficile de discuter de leur efficacité parce que les gens se donnent plus de mal pour éviter la douleur que pour rechercher le plaisir. Bien des gens n'ont pas apprécié le déroulement de la campagne électorale, et George Bush était parmi eux. Mais on ne peut nier que la douleur est un puissant motivateur et qu'elle influence le comportement des gens. Comme le dit Robert Ailes, les messages à caractère négatif attirent plus vite l'attention. Les gens ont tendance à leur accorder plus d'attention. Les conducteurs ne ralentiront peut-être pas pour admirer un paysage bucolique le long de l'autoroute, mais ils regarderont tous un accident de voiture. On ne peut mettre en doute l'efficacité de la stratégie de M. Ailes. George Bush eut une nette majorité des voix et remporta sur son adversaire l'une des plus importantes victoires électorales de l'histoire politique. La force qui détermine l'opinion internationale et les habitudes d'achat des consommateurs est la même qui détermine toutes nos actions. À nous de la maîtriser et de choisir consciemment nos actes, car si nous ne dirigeons pas nos propres pensées, nous tomberons sous l'influence de ceux qui veulent nous entraîner à adopter les comportements qu'ils désirent. Parfois, ces actes sont ceux que nous aurions commis de toute façon, mais ce n'est pas toujours le cas. Les publicitaires savent comment changer les raisons pour lesquelles nous associons la douleur et le plaisir en modifiant les sensations que nous associons à leurs produits. Si nous voulons prendre notre vie en charge, nous devons apprendre à faire de la publicité dans notre esprit et nous pouvons le faire en un tournement. Comment? Il suffit, pour cela, d'associer une douleur intense aux comportements que nous voulons abandonner et nous ne songerons même plus à les adopter. Y a-t-il des actions que vous ne commettriez jamais? Pensez aux sensations que vous associez à ces actions. Si vous associez ces mêmes sentiments et sensations aux comportements que vous voulez éviter, vous les bannirez à jamais de votre vie. Puis, associez simplement le plaisir aux nouveaux comportements que vous désirez adopter. Grâce à la répétition et à l'intensité émotive, vous pouvez vous conditionner à adopter ces comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Quelle est donc la première étape à franchir pour créer un changement? Il s'agit simplement de prendre conscience du pouvoir qu'exerce la douleur et le plaisir sur chacune de nos décisions et, par conséquent, sur chacune de nos actions. Être conscient, c'est comprendre que des liens se tissent constamment entre les idées, les mots, les images, les sons et les sensations de douleur et de plaisir. Je conçois qu'il faille éviter les plaisirs qui entraînent de grandes douleurs et convoiter les douleurs qui débouchent sur de plus grands plaisirs. Michel de Montaigne. La plupart d'entre nous fondent leurs actions sur ce qui peut leur causer du plaisir ou de la douleur à court terme plutôt qu'à long terme. Pourtant, pour réussir, la plupart des choses auxquelles nous accordons de la valeur exigent que nous dépassions le mur de la douleur à court terme pour en retirer du plaisir à long terme. Il faut mettre de côté les moments passagers de terreur et de tentation et se concentrer sur ce qui compte le plus à long terme. Vos valeurs et votre idéal. N'oubliez pas non plus que ce n'est pas la douleur ressentie qui nous gouverne, mais la peur de la douleur. Ce n'est pas non plus le plaisir effectif qui nous commande, mais la croyance, la certitude que telle ou telle action nous apportera du plaisir. Nous ne sommes pas guidés par la réalité, mais par notre perception de la réalité. La plupart des gens s'attardent sur la manière d'éviter la douleur et d'obtenir du plaisir à court terme et, ce faisant, ils se créent une souffrance à long terme. Prenons un exemple. Supposons que quelqu'un veut perdre quelques kilos superflus. Je sais que cela n'a jamais été votre cas, mais faisons semblant. D'une part, cette personne réunit un ensemble d'excellentes raisons pour maigrir. Elle jouira d'une meilleure santé et d'une vitalité accrue. Elle aura plus de facilité pour s'habiller. Elle aura plus confiance en elle avec les gens du sexe opposé. D'autre part, elle a autant de bonnes raisons de ne pas maigrir. Elle devra se mettre au régime, elle aura constamment faim, elle devra résister à son envie de manger des aliments qui font grossir et, de plus,
Pourquoi ne pas attendre après les fêtes? En pesant ainsi le pour et le contre, bien des gens hésiteraient. La douleur à court terme occasionnée par les privations alimentaires dépassant largement le plaisir éventuel qu'ils associent à une silhouette plus fine. À court terme, nous évitons la douleur des tiraillements de la faim et nous nous procurons un plaisir immédiat sous la forme d'une poignée de chips. Mais ce plaisir ne dure pas. À long terme, nous sommes de plus en plus déçus de nous, sans oublier que notre santé se détériore. Rappelez-vous que tout ce que nous désirons de sérieux exige que l'on dépasse la souffrance à court terme afin d'atteindre un plaisir à long terme. Si vous voulez un corps magnifique, vous devez le sculpter, ce qui exige de vous que vous souffriez à court terme. Après quelques séances, l'exercice devient un plaisir. Il en va de même pour les régimes alimentaires. Toute forme de discipline exige que l'on dépasse la douleur, les affaires, les relations, la confiance en soi, la forme physique et les finances. Comment dépasser notre inconfort et trouver l'élan nécessaire pour vraiment atteindre nos objectifs? Commencez par prendre la décision de surmonter l'inconfort. On peut toujours décider de ne pas tenir compte de la douleur à cet instant, et le mieux est de se conditionner soi-même. Un sujet que nous couvrirons en détail au chapitre 6. Un excellent exemple qui illustre la façon dont cette préoccupation à court terme peut nous entraîner dans une chute, comme aux chutes du Niagara, se reflète dans la crise actuelle qui frappe les institutions d'épargne. Cette crise est sans doute le résultat de la plus monumentale erreur financière jamais commise par un gouvernement. On estime à plus de 500 millions de dollars le coût de cette erreur que devront rembourser les contribuables. Pourtant, la plupart des Américains en ignorent la cause. Ce problème sera sans doute une source de souffrance, du moins économique, pour tous les hommes, femmes et enfants des États-Unis, et ce, pour les années à venir. Lors d'un entretien avec L. William Seidman, président de la Resolution Trust Corporation et de la Federal Deposit Insurance Corporation, celle-ci m'a confié: « Nous sommes le seul pays assez riche pour survivre à une erreur aussi monumentale. Quelle est l'origine de ce gâchis financier? Voici un exemple classique d'une tentative d'éliminer la douleur en réglant un problème, mais qui n'a fait qu'accentuer la cause de ce problème. Tout commença vers la fin des années 1970 et au début de la décennie suivante avec les difficultés liées à l'épargne et au crédit. Les banques et les institutions financières avaient fondé leur commerce sur les marchés des sociétés et des consommateurs. Pour qu'une banque réalise des profits, elle doit consentir des prêts dont les taux d'intérêt doivent être supérieurs à ceux que la banque accorde aux déposants. Dans les premières phases de ce problème, les banques se heurtèrent à des difficultés venant de tous les côtés. En premier lieu, elles encaissèrent un rude coup quand les grandes sociétés firent leur entrée sur un marché dont elles avaient autrefois l'exclusivité, celui du crédit. En effet, les grandes sociétés avaient découvert qu'en s'octroyant des prêts entre elles, elles réalisaient d'importantes économies en intérêts, et c'est ainsi qu'elles développèrent ce qu'on appelle aujourd'hui le marché des effets de commerce. Ce marché devint si prospère qu'il réduisit pratiquement à néant les profits de nombreuses banques. Entre-temps, de nouveaux événements se préparaient du côté des consommateurs. En effet, ces derniers ont toujours répugné à rencontrer l'agent au crédit d'une banque pour solliciter humblement un prêt qui devait servir à l'achat d'une voiture ou d'un appareil électroménager. Je pense pouvoir affirmer sans me tromper que c'était une épreuve pour la plupart des consommateurs, qui devaient se soumettre à un examen minutieux. Dans de nombreuses banques, ils n'avaient pas l'impression d'être estimés. Or, les concessionnaires de voitures eurent au fait de reconnaître ce fait et d'offrir des prêts à leurs clients, se créant ainsi une nouvelle source de profit. Ils constatèrent qu'ils pouvaient gagner autant d'argent en finançant leurs clients qu'en vendant des voitures. Les clients, pour leur part, appréciaient cette initiative car ils bénéficiaient de taux d'intérêt moindres. L'attitude des concessionnaires de voitures était certes bien différente de celle des banquiers, puisqu'ils avaient intérêt à ce que leurs clients obtiennent un crédit. Bien vite, les clients préfèrent ce mode de financement maison à la méthode utilisée jusque-là, car ils en appréciaient la facilité et la souplesse, ainsi que les coûts inférieurs. Tout était réglé sur place par une personne courtoise qui voulait les avoir pour clients. C'est ainsi que General Motors Acceptance Corporation devint rapidement l'une des plus grosses compagnies de financement de voitures du pays. L'un des derniers bastions du crédit bancaire était le marché immobilier. Les taux d'intérêt et l'inflation avaient grimpé en flèche pour atteindre 18% par an, et personne ne pouvait affronter les paiements mensuels qu'entraînaient des prêts consentis à ce taux élevé. Comme vous pouvez l'imaginer, les prêts hypothécaires connurent une baisse importante. À cette époque, les banques avaient perdu la plupart des clients du secteur des entreprises, ainsi qu'une grande part du marché des prêts automobiles, tandis que les prêts hypothécaires se raréfiaient. Les épargnants leur portèrent un coup grave quand ils exigèrent un rendement plus élevé sur les dépôts, à la suite d'une inflation élevée, alors que la banque accordait encore des prêts à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. Les banques perdaient de l'argent chaque jour. Voyant leur survie en jeu, elles prirent deux décisions. En premier lieu, elles réduisirent les critères de qualification appliqués à l'octroi d'un prêt. Pourquoi ?
parce qu'elle croyait qu'à défaut d'agir ainsi, elle n'aurait plus personne à qui prêter. Or, si elle ne prêtait pas d'argent, elle ne ferait pas de profit et en souffrirait. Si, par contre, elle pouvait prêter de l'argent à des clients solvables, elle aurait du plaisir. De plus, les risques étaient minimes. Si elle prêtait de l'argent et que les emprunteurs ne respectaient pas leurs obligations, les contribuables, autant dit vous et moi, les remboursaient de toute façon. Somme toute, elle prévoyait très peu de souffrance et était fortement stimulée à risquer notre capital. Ces banques, ainsi que les institutions d'épargne et de crédit, firent des pressions sur le Congrès pour obtenir son appui, ce qui donna lieu à une série de changements. Les grandes banques comprirent qu'elles pouvaient prêter de l'argent aux pays étrangers qui manquaient désespérément de capitaux. Elles pouvaient très facilement verser plus de 50 millions de dollars à un pays. Il n'était plus nécessaire de faire affaire avec des millions de consommateurs pour prêter la même somme. Et, par la même occasion, ces prêts importants généraient des profits assez importants. Les directeurs de banque et les agents du crédit percevaient également des primes liées à la valeur et au nombre de prêts octroyés. Désormais, les banques ne se préoccupaient plus de la qualité des prêts. Elles se souciaient peu de savoir si un pays comme le Brésil pouvait rembourser ou non et, à vrai dire, beaucoup s'en fichaient même. Pourquoi ? Elles faisaient ce qu'on leur avait enseigné. On les encourageait à spéculer avec l'assurance dépôt fédérale en leur permettant que si elles gagnaient beaucoup. Et que si elles perdaient, nous payerions la note. Ce scénario composerait tout simplement trop peu de souffrance en perspective pour le banquier. Les petites banques, qui n'étaient pas en mesure de prêter à d'autres pays, découvrirent que, à défaut de celles-là, il était préférable de prêter aux promoteurs commerciaux américains. Elles réduisirent, elles aussi, leurs critères de qualification afin que les promoteurs puissent emprunter sans verser l'équivalent de 20% de la somme en acompte, comme c'était le cas jusque-là. Quelle fut l'attitude des promoteurs ? Ma foi, ils n'avaient rien engagé puisqu'ils se servaient uniquement de l'argent des autres et que, à l'époque, le Congrès avait adopté tellement de mesures fiscales visant à favoriser la construction commerciale que les promoteurs n'avaient absolument rien à perdre. Ils n'avaient plus besoin d'étudier l'état du marché, ni de voir si les futurs édifices étaient bien situés, ou s'il était de la bonne dimension. Le seul hic dans cette histoire, c'est qu'ils bénéficieraient de la plus incroyable déduction fiscale de leur vie. Ainsi, les constructeurs se mirent à construire sans réfléchir, créant un excédent sur le marché. Comme l'offre était beaucoup plus importante que la demande, le marché s'effondra. Les promoteurs retournèrent à leur banque pour dire qu'ils ne pouvaient pas payer, et les banques reprirent le même refrain auprès des contribuables. Malheureusement, nous n'avons personne vers qui nous tourner. Pis encore, comme nous avons été témoins des abus commis dans ce pays, nous supposons que quiconque est riche doit avoir profité de quelqu'un. Cela entretient une attitude de méfiance à l'endroit de bien des hommes d'affaires qui sont souvent ceux-là même qui fournissent les emplois permettant aux Américains de réaliser leurs rêves. Ce gâchis illustre notre manque de compréhension de la dynamique douleur-plaisir et l'inopportunité de tenter de régler des problèmes à long terme par des solutions à court terme. Ce sont également la douleur et le plaisir qui sont en arrière-fond du drame qui se joue à l'échelle mondiale. Pendant de nombreuses années, les États-Unis ont participé à une course aux armements avec l'URSS. Les deux pays fabriquaient l'un et l'autre de nouvelles armes destinées à la défense ultime. Si vous nous faites mal, notre vengeance sera terrible. Cet effet de contrepoids s'accentua jusqu'à nous faire dépenser 15 000 $ par seconde en armes. Qu'est-ce qui incita brusquement Gorbatchev à renégocier une réduction des armements ? C'est la douleur. Il commença à associer une énorme douleur à l'idée de tenter de faire concurrence à notre armement. Financièrement, c'était impossible. Il ne pouvait même pas nourrir son propre peuple. Or, les gens qui ne mangent pas se soucient davantage de leur estomac que de fusils. Ils sont plus intéressés à remplir leur garde-manger qu'à accroître l'armement de leur pays. Ils finissent par croire que le gouvernement dépense leur argent futilement et exige des changements. Gorbatchev a-t-il modifié son attitude parce que c'est un homme extraordinaire ? Peut-être. Mais une chose est certaine, il n'avait pas d'autre choix. La nature a placé l'humanité sous la gouverne de deux maîtres souverains, douleur et plaisir. Ils régissent toutes nos actions, nos paroles et nos pensées. Chaque effort que nous faisons pour nous libérer de leur tutelle ne fait que la mettre en valeur et la confirmer. Jérémie Bentham. Pourquoi les gens s'entêtent-ils à poursuivre une relation insatisfaisante, alors qu'ils sont peu disposés à trouver des solutions ou à y mettre fin pour continuer leur vie ? C'est parce qu'ils savent que le changement mène à l'inconnu et qu'ils croient, pour la plupart, que l'inconnu sera beaucoup plus pénible que ce qu'ils sont en train de vivre. Comme l'affirment les vieux dictons, « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » et « il vaut mieux un danger qu'on connaît qu'un danger qu'on ne connaît pas ». Ces croyances fondamentales nous empêchent de prendre les initiatives qui pourraient transformer notre vie. Pour entretenir une relation intime, il faut surmonter sa peur du rejet et ne plus craindre de paraître vulnérable. Si on veut se lancer dans les affaires, il faut vaincre sa peur de l'insécurité. En fait,
La peur des actions sérieuses dans notre vie exige que nous allions à l'encontre du conditionnement de base de notre système nerveux. Nous devons surmonter toutes nos réactions préprogrammées et, dans bien des cas, transformer notre peur en pouvoir. Souvent, la peur qui nous domine n'est pas justifiée. Ainsi, certaines personnes associent de la douleur au fait de prendre l'avion, bien que cette phobie soit sans fondement logique. En fait, elles réagissent à une expérience douloureuse de leur passé ou même à un futur imaginaire. Elles ont sûrement entendu parler d'accidents d'avion dans les journaux et elles évitent les avions, se laissant ainsi dominer par leur peur. Nous devons nous efforcer de vivre dans le présent et de réagir aux choses qui sont réelles et non à nos peurs de ce qui était autrefois ou qui pourrait être un jour. Ce qu'il faut retenir toutefois, c'est que nous ne fuyons pas la vraie douleur, mais bien ce qui, dans notre esprit, nous causera de la douleur. Opérons maintenant quelques changements. Notez d'abord, par écrit, 4 actions nécessaires que vous avez toujours différées. Peut-être avez-vous besoin de maigrir ou de cesser de fumer. Peut-être vous faut-il communiquer avec une personne avec qui vous êtes brouillé ou reprendre contact avec une personne qui compte pour vous. Deuxièmement, pour chacune de ces actions, écrivez les réponses aux questions suivantes. Pourquoi n'ai-je pas agi? Jusqu'à présent, quelle douleur ai-je associée à cette action? En répondant à ces questions, vous comprendrez mieux que ce qui vous a retenu, c'est que vous avez associé une plus grande douleur au fait d'agir qu'au fait de ne pas agir. Soyez honnête avec vous-même. Si vous pensez « je n'associe aucune douleur à cette action », réfléchissez encore un peu. Il s'agit peut-être d'une douleur simple associée à la nécessité de prendre un peu de temps sur votre horaire chargé. Troisièmement, notez tout le plaisir que vous avez éprouvé jusqu'à présent dans le fait de vous conformer à ce modèle négatif. Par exemple, si vous pensez que vous devriez maigrir, pourquoi avez-vous continué de manger des plateaux entiers de carrés au chocolat, d'énormes sacs de chips et des douzaines de boissons gazeuses? Certes, vous évitez la douleur de vous priver et, en même temps, vous agissez ainsi parce que cela vous procure un bien-être instantané. Cela vous donne du plaisir, un plaisir immédiat. Personne ne veut renoncer à cela. Pour amorcer un changement durable, il faut trouver une nouvelle façon d'éprouver le même plaisir sans conséquences négatives. En identifiant le plaisir que ce comportement vous a procuré, vous pourrez mieux agir. Quatrièmement, écrivez quel prix il vous faudra payer si vous ne changez pas maintenant. Qu'arrivera-t-il si vous ne cessez pas de manger autant de sucre et de gras? Si vous ne cessez pas de fumer? Si vous ne faites pas cet appel téléphonique important? Si vous n'adoptez pas un programme sérieux d'exercice? Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que ce comportement va vous coûter au cours des 2, 3, 4 ou 5 prochaines années? Quel prix affectif devrez-vous payer? Quel prix en termes d'image de soi, d'estime de soi? Quel coût financier devrez-vous assumer? Que vous en coûtera-t-il dans vos relations avec ceux que vous aimez le plus? Quel sentiment cela provoque-t-il en vous? Ne dites pas simplement « cela me coûtera de l'argent » ou « je serai obèse ». Ce n'est pas suffisant. Vous devez vous rappeler que nous sommes gouvernés par nos émotions. Donc, familiarisez-vous avec la douleur et voyez-la comme une amie qui peut vous conduire vers une nouvelle réussite. La dernière étape consiste à écrire tous les plaisirs que vous procurera chacune de ces actions maintenant. Dressez une longue liste qui vous stimulera émotivement et vous emballera vraiment. J'aurai le sentiment de prendre vraiment ma vie en main, de savoir que c'est moi qui commande. J'aurai davantage confiance en moi. J'augmenterai ma vitalité et mon état de santé. Je renforcerai toutes mes relations. Je fortifierai ma volonté et pourrai la mettre à contribution dans tous les domaines de ma vie. Ma vie s'améliorera en général, et ce, dès maintenant. Et aussi pour ces 2, 3, 4, 5 prochaines années. En passant à l'action, je vivrai mon rêve. Envisagez toutes les conséquences positives de cette action, tant dans le présent qu'à long terme. Je vous incite à prendre le temps de faire cet exercice maintenant et de tirer parti de l'élan magnifique que vous avez pris en lisant ces pages. Carpe diem, saisissez le moment présent. Il n'y a pas d'autre temps que le présent. Mais si vous mourrez d'envie de passer au prochain chapitre, alors, je vous en prie, ne résistez plus. Assurez-vous cependant de revenir à cet exercice plus tard, afin de vous montrer le contrôle que vous possédez sur les doubles pouvoirs de la douleur et du plaisir. Ce chapitre vous a montré que ce à quoi nous associons la douleur et le plaisir influence chaque facette de notre vie, et que nous avons le pouvoir de modifier ces associations, donc nos actions et notre destin. Mais pour ce faire, nous devons comprendre, chapitre 4, les systèmes de croyance, le pouvoir de créer et de détruire.